Basé sur une expérience qui fonctionne déjà pas mal depuis plusieurs dizaines d'années, c'est la gestion technico-économique qui fonctionne en réseau. Près de 50% des éleveurs participent à cette gestion. Le GIP, c'est un petit peu la continuité de la GTE, quoi. C'est relativement facile de passer de la GTE au GIP. Et l'aspect réseau apporte l'émulation collective. Les éleveurs peuvent se positionner par rapport à d'autres élevages. Ça les incite à se questionner sur leur positionnement et à avoir envie de s'améliorer. Pour pérenniser l'élevage et pour améliorer les conditions de travail, on a un projet d'amélioration dans les mois qui viennent, quoi. Ce sont des assemblées importantes, notamment avec la Chambre régionale des Pays de Loire, de réfléchir un petit peu comment on va rénover nos bâtiments. Pour nous, JIP doit être utilisé par un plus grand nombre d'élevages, doit amener les éleveurs à se poser des questions sur leurs valeurs et doit surtout les amener à améliorer leur performance environnementale. Puisque dans l'outil, on a aussi recensé toutes les bonnes pratiques environnementales d'élevage qu'on connaissait et on y trouve une information sur les coûts, l'efficacité environnementale, la faisabilité de mise en œuvre. L'énergie, c'est notre point faible. On consomme trop d'énergie. Voilà, donc il faut arriver demain à trouver des solutions pour diminuer la consommation d'énergie. Donc pour nous, c'est vraiment ce qu'on cherche au final, c'est réduire les impacts environnementaux sur l'eau, l'énergie, les émissions d'ammoniac, les gaz à effet de serre, les rejets d'azote, de phosphore et la gestion des déchets. Voilà, un joli projet, une bonne idée que ce concours presque entre éleveurs à qui est celui qui fera le mieux. On continue, le troisième projet qui est présenté dans cette catégorie innovation est celui de Sébastien Codis et d'Adrien Vergès de l'Institut de la Vigne et du Vin. Ils ont travaillé avec Xavier Ribérol de l'IRSTEA. Le projet, c'est un banc d'essai de pulvérisation pour les vignes afin d'adapter les quantités de produits aux besoins. C'est un projet de collaboration entre un institut de recherche et un institut de recherche appliquée. On regarde. Dans le projet, il remonte en 2011. L'IFEV, l'Institut français de la vigne et du vin, a développé une collaboration avec IRSTEA. Il y a une UMT qui a été mise en place. Et l'objectif, c'est de trouver des moyens pour que les viticulteurs puissent optimiser l'utilisation des produits phytosanitaires en appliquant mieux les produits. Jusqu'à présent, tout le monde parlait de qualité d'application sans savoir précisément définir ce que c'était. On a essayé de définir des indicateurs qui vont permettre d'objectiver cette notion. Alors il y a différents éléments qui sont approchés. C'est la quantité de dépôt par unité de surface sur la végétation. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est l'homogénéité de ce dépôt, la répartition au sein du couvert végétal. Donc on a développé un outil qui permet d'évaluer les performances agro-environnementales des différentes techniques d'application. C'est un outil qui permet de les étudier en conditions standardisées. Donc ici, c'est le banc EvaSpray Viti. C'est une structure qui reproduit 4 rangs de vignes artificielles, qui est constituée de 2 types de dispositifs. Un dispositif de collecte ici, qui va permettre de piéger la pulvérisation et de pouvoir étudier sa répartition au sein du couvert végétal. Et puis des bandes de bordure qui vont permettre de limiter les effets de bordure, mais également de reproduire le passage de l'appareil dans un rang de vigne complet. On va pouvoir reproduire différents stades phénologiques de la vigne, du début de végétation, du milieu de végétation et de la pleine végétation. On va pulvériser un traceur qui est un colorant alimentaire, puis après on va doser le traceur sur les feuilles de manière à pouvoir mesurer la quantité de dépôt par unité de surface. Et alors à chaque pulvérisateur ou chaque modalité testée, on va lui confier la même tâche, c'est d'appliquer 1 gramme de produit par hectare. Et comme ça, on va pouvoir avoir exactement la quantité de dépôt et pouvoir comparer, en normalisant les données, pouvoir comparer l'ensemble des situations. Après le passage de l'appareil, on voit les impacts sur les différentes parties du feuillage et on peut notamment apprécier la pénétration du produit au sein de la végétation. Alors, la partie analytique au laboratoire va permettre d'avoir une mesure des quantités de dépôt dans les différents compartiments de la végétation, sur le haut du feuillage, le bas du feuillage, mais également le milieu, et puis en termes de pénétration sur le côté gauche, le côté droit, mais également le centre. L'échantillonnage permet de rassembler les feuilles qui appartiennent au même compartiment. Ensuite, elles vont être analysées au laboratoire par spectrophotométrie.
Mon rôle au sein de l'équipe de l'UMT Ecotech Viti est en fait de traiter les nombreuses données que permet d'obtenir la vigne artificielle. Donc, au cours des 3 dernières années d'études, près de 50 000 feuilles ont été analysées. Elles nous ont permis de produire des données que j'ai rassemblées dans une base de données unique et qui permet en quelques clics de comparer les performances des différentes machines donc, qui ont été évaluées dans des conditions standardisées, toutes mises sur un pied d'égalité. La base de données permet de comparer ces performances et c'est là son utilité. Donc en fait, ces projets ont pu être menés grâce à l'unité mixte technologique Ecotech Viti, qui réunit en un même lieu des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens et des professionnels agricoles pour faire avancer une idée de recherche. Ce projet permet de rallier 3 objectifs. Le premier est agronomique, en maximisant l'efficacité de la protection phytosanitaire et en réduisant la quantité d'intrants utilisés. Le second est environnemental, en permettant d'objectiver et d'identifier des solutions qui vont permettre de limiter les pertes dans l'environnement. Et enfin économique, en minimisant le coût de l'achat des intrants phytosanitaires. Voilà, Sébastien Codis et Adrien Vergès que vous avez vu à l'image, ils sont là. On passe au 4e nominé dans la catégorie innovation, c'est Michael Brochard de l'Institut de l'élevage. Il travaille dans une équipe mixte INRA, Institut de l'élevage, et le projet concerne l'analyse fine des laits pour savoir par exemple quels sont les différents acides gras qui entrent dans la composition d'un lait. Regardez, il vous explique cela dans ce film. Le programme Phénofin Lait, ses objectifs, c'est d'étudier la composition fine du lait, d'étudier les différents acides gras et différentes protéines. Pour ça, il s'est déroulé en 3 phases. Une première phase qui est plutôt analytique, c'est-à-dire l'analyse de la composition fine du lait. La deuxième phase, c'était d'appliquer ces équations, ces méthodes d'analyse à une grande échelle. Et donc, quand on a établi ces différences-là, eh bien, on a la possibilité, c'est ce qu'on a fait dans la 3e phase, de déterminer ce qui est d'origine génétique, dans le profil en acides gras ou en protéines, et ce qui est d'origine alimentaire, stade de l'animal, autre que génétique. Et donc on peut comme ça construire un modèle d'explication de la composition fine du lait et éventuellement de la piloter demain en fonction des besoins. Donc ici on est dans une salle de traite, c'est le lieu de passage matin et soir des vaches. Ici on a des Holstein et des Normandes. En fait, une vache laitière, sur sa lactation, ça produit autour de 6 à 7 000 litres de lait. Dans le lait, sur les acides gras, donc la matière grasse, c'est plusieurs centaines d'acides gras différents qui composent la matière grasse. Ça, c'est une richesse, c'est peu exploité aujourd'hui. Et donc, tout le travail Phénofin Lait a été de pouvoir analyser chaque composant fin individuellement. Et si possible, en routine, donc en utilisant les mêmes échantillons qui sont prélevés, mais en faisant une analyse plus fine finalement. INRA du pain, donc spécialisée en production bovin, donc en particulier vaches laitières, dispose d'outils qui lui permettent de conduire des expérimentations et à ce titre faire des mesures précises dans des conditions contrôlées. Et dans ce cadre, le domaine a participé au programme Phénofin Lait, et donc en fournissant des échantillons de lait qui ont été adressés dans un certain nombre de laboratoires de l'INRA et à l'ILANO pour les spectres MIR. Donc ici on se trouve au sein du LILANO qui est un des 10 laboratoires qui ont contribué au programme Phénofin Lait. On est face à l'analyseur et qui est un spectromètre, donc qui lit le spectre du moyen infrarouge pour chaque échantillon individuel. Un échantillon correspond à un animal prélevé et donc ils passent un à un et ils vont être interprétés. Le spectre qui est lu, il est enregistré et il est interprété au travers d'équations pour estimer la matière grasse et la matière protéique. Et ce qu'on a fait au sein du programme Phénofin Lait, c'est de développer des équations supplémentaires pour avoir également le profil en acides gras et en protéines. Et suite à ce programme-là, comme ça fonctionnait relativement bien, qu'on a pu le tester, eh bien, on a passé un accord avec les constructeurs. En France, il y a 2 gros constructeurs, c'est Foss et Bentley. Et donc, avec les mêmes machines exactement, on n'a fait qu'implanter des équations supplémentaires. Et donc, le même échantillon de lait analysé il y a 10 ans, maintenant, on peut l'analyser aujourd'hui
avec tout le profil classique, plus le profil en acide gras. Et demain, on ajoutera probablement une dizaine de protéines également. En France, on a 2600 installations en lait aujourd'hui. Si on pouvait maintenir ce cap, on va ralentir la restructuration, on va maintenir des vaches dans les pâturages, on va maintenir des exploitations laitières, on va maintenir une filière lait. Pénofin Lait, c'est une évolution pour garder une longueur d'avance. C'est une évolution qui va me permettre à moi, en tant qu'éleveur, qui plus est dans une région d'excellence avec des AOC, où les fromages sont rois, c'est avoir une meilleure connaissance de ce que l'on peut faire avec les équations qui sont fournies. On s'intéresse à la composition fine du lait pour optimiser son utilisation dans les différents process de transformation, que ce soit pour faire du fromage, du lait standard ou des yaourts, de la matière grasse. Et la filière laitière était partie prenante depuis le départ. Ils ont financé, ils ont accueilli une bonne partie des réunions et des réflexions sur comment utiliser ces méthodes au niveau de l'analyse, et puis ensuite, qu'est-ce que ça permet et donc de quelle manière on pourrait orienter la production ou l'utilisation de fourrage ou d'un point de vue génétique en fonction des besoins de la filière. On est vraiment sur un projet qui fait la liaison entre le champ et l'utilisation en laiterie. Alors, 4 nominés, un seul lauréat. Daniel Segond, vous avez le lauréat dans les mains, caché dans une enveloppe. On va demander à Bertrand Corbeau, directeur général de la Fédération nationale du Crédit agricole, de venir nous rejoindre. Monsieur Corbeau va annoncer le lauréat ou la lauréate. Bonjour. L'enveloppe est là. Il n'y a pas le nom. Je pourrais peut-être vous aider. Bonsoir à tous. Je vais essayer de ne pas faire durer le suspense trop longtemps. Mais j'ai compris qu'il y avait un joke. Il faut que je sorte le papier, mais je vais lire ailleurs le... Voilà. Donc le lauréat pour le trophée de l'innovation, c'est Eva Spreviti, une vigne artificielle pour optimiser l'utilisation des pulvérisateurs de produits phytosanitaires. Et donc, il s'agit de Sébastien Codis et Adrien Vergès de l'Institut des vignes. Voilà, bravo de l'Institut de la vigne et du vin. Les voilà. Et en fait, ils sont 3. C'est vraiment un projet collaboratif. Bravo à vous. Hein. Félicitations. Non, bravo d'abord à tous les projets qu'on a vus sur l'innovation, mais ceux d'avant et ceux qu'on va voir après, si j'ai bien compris. Moi, je suis là au titre du village Baïséa, qui est un réseau d'innovation que nous montons en France et dans le monde. Et en particulier, nous souhaitons que pour tout ce qui est le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, on y trouve une place importante. Voilà, donc je ne vais pas développer, mais je vois un tas de gens que je rencontre très souvent ici autour de ces questions d'innovation et de développement économique. Je suis très heureux d'être là, de vous le remettre à vous, mais derrière vous, c'est tout le symbole de ce que nous voulons porter collectivement en faveur de l'innovation, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Merci. Et peut-être les verrez-vous au village? Et j'espère qu'on vous accueillera au village. En tout cas, ces villages ne sont pas que des villages d'innovation numérique. On veut aussi que ce soit l'agriculture, le concret, le matériel, l'agronomique. Et donc, si on peut vous y accueillir, on y sera très heureux. Merci. Voilà. Et donc, bravo. Merci, je voudrais... ouais. Une seule tablette pour 3, ça va poser un problème, non? Voilà, c'est juste pour dire qu'on était très honorés de recevoir ce... Alors vous voulez insister sur l'aspect collectif sur l'aspect collectif, tout à fait. Donc juste pour dire qu'on était très honorés de recevoir ce prix aujourd'hui, ce prix de l'ACTA. Et j'en profite pour saluer l'ensemble des collègues qui ont participé, des collaborateurs à ce projet qui travaillent avec passion et beaucoup d'énergie pour faire avancer ces programmes-là, qui sont importants pour la filière, mais également l'agriculture. Et d'autre part, insister aussi sur l'importance des dispositifs UMT. Ça a été dit dans le petit reportage, mais je pense que c'est un dispositif qui est très efficace pour répondre aux défis, et notamment ces défis environnementaux et également agronomiques, en rassemblant sur les mêmes sites,
un peu toute la chaîne du développement agricole. C'est vrai qu'en plus on travaille beaucoup avec les chambres d'agriculture et ça permet d'aller identifier les besoins sur le terrain, de les faire remonter, les traduire en questions de recherche et après trouver des réponses qui pourront être directement applicables par le vigneron. Par les vignerons et également les conseils agricoles. Donc voilà, moi je suis très satisfait. On peut voir tous les jours l'importance de ce dispositif, voilà, du MT. Bravo à vous, ça intéresse même les... Ça peut même intéresser les vignerons bio. Ah oui, bien sûr, oui, parce que c'est vrai qu'on a eu une discussion au téléphone et j'ai l'impression que vous pensiez que les vignerons bio ne traitaient pas. Ah non, vous avez mal compris mes propos. Voilà. Donc tout à fait, ça peut également intéresser les vignerons, qu'ils soient bio ou en conventionnel, tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est assez facile à mettre en œuvre. Ce qu'on réalise ? Oui, en fait, c'est assez facile, oui et non. C'est-à-dire que on va chercher, en fait, ce domaine à l'interface entre le machinisme et l'agronomie, et justement là, les firmes phytosanitaires, et la chimie et le machinisme avaient été très peu travaillés. Donc c'est vrai que le fait de s'y intéresser, ça permet d'ouvrir des champs pour... voilà, ça c'est des domaines qui ont été très peu travaillés. On voit qu'il y a des marges de progrès énormes. Et notamment, à titre d'exemple, on peut voir qu'il y a des appareils qui sont... on les étudie à différents stades végétatifs. On arrive à identifier des perspectives de réduction des intrants phytosanitaires juste sur la partie mécanique, physique, qui sont assez impressionnants, notamment en début de végétation, des rapports de 1 à 5 entre des dépôts avec les appareils les plus performants et les moins performants. On arrive à des rapports de 1 à 2 aussi en pleine végétation. Donc il y a tout un pan là qui reste à explorer et qui est tout à fait prometteur, dans le cadre notamment pour répondre aux objectifs de politique publique et du plan éco-phyto. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, bravo pour ce beau travail d'équipe. Bravo. Merci à vous. Alors, il y a une troisième catégorie dans ces trophées, mais là, il ne va pas y avoir beaucoup de suspense, car il n'y a qu'un seul nominé. Et pour le présenter, je vais demander à Madame Riou Canals de venir me rejoindre. Mireille Riou Canals, directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'Agriculture. Vous représentez, bonjour Madame, vous représentez le ministre aujourd'hui. La catégorie homme d'action, c'est une catégorie un petit peu à part. Le trophée remercie, récompense une vraie personnalité. Quand on parle d'innovation, les hommes d'action sont absolument indispensables. Absolument. Bien, écoutez, je me réjouis de remettre ce prix-là. J'espère qu'on va avoir le nom du lauréat. Le lauréat, c'est facile. Il n'y a qu'un seul nominé. Il s'appelle Serge Lepage. Et si on regardait le film avant ? On va regarder le film. Donc, l'homme d'action nominé cette année s'appelle Serge Lepage. Il est de l'Institut de l'horticulture. Et on regarde le film tout de suite. On le retrouve ensuite. Le râteau est né d'une volonté de progrès. Il fallait une rupture avec le passé. Déjà, il y a 30 ans, l'énergie, l'environnement, l'eau, la main-d'œuvre étaient les préoccupations. Donc il fallait booster toute cette industrie horticole pour préparer l'avenir. Montrer aux producteurs que le progrès était possible et que demain, on s'orientait vers un nouveau mode de production, notamment en hydroponie, en recyclage de l'eau, en économie d'énergie, avec des moyens électroniques, informatiques, électromécaniques, et que c'était l'avenir qui se présentait à eux. Et donc j'ai pris le bateau en route pour le conduire jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai amené ici dans ma serre bioclimatique parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de développer des abris légers à proximité des villes et pouvoir travailler toute l'année. Et pour cela, comment se procurer les moyens de chauffer ? On a pensé à développer des murs d'eau qui vont subir l'échauffement pendant la journée et restituer la nuit la température emmagasinée. Cela va permettre d'obtenir environ 6 à 12 degrés de différence par rapport à l'extérieur, en hiver. En plus des volumes d'eau, on travaille sur les matériaux à changement de phase qui vont décupler la capacité à stocker l'énergie. Ces panneaux peuvent multiplier par 50 le pouvoir de concentration en énergie.
Ces différents matériaux permettent d'emmagasiner la chaleur au-dessus de leur point de fusion et de le restituer la nuit. L'intérêt également, c'est de pouvoir propulser l'air qui est chauffé par le soleil, qui se situe en haut de la serre, en dessous des tablettes, et ainsi de pouvoir améliorer considérablement, par convection, le rendement des matériaux à changement de phase. Le gros problème de ce métier, c'est la pollution des eaux. Notre étude porte sur comment récupérer tous ces déchets de la pisciculture pour en faire de la nourriture pour mes plantes. Je dois donc transformer les excréments de la pisciculture. Donc nous avons ici un filtre bactériologique et vous avez ici un HLM à bactéries où on a ensemencé des bactéries qui vont transformer l'ammoniac, les nitrites en nitrates. Cela représente l'équivalent de 2300 m² de surface colonisée par les bactéries. Et ce nitrate, je l'utilise pour nourrir l'ensemble de mes plantes maraîchères parce qu'elle est chargée d'éléments minéraux. Donc on va pouvoir alimenter toute une batterie de tubes où on va produire des herbes aromatiques que vous allez pouvoir utiliser à des fins culinaires, mais également pour votre santé. La serre, l'abri offre un confort technique très intéressant. Cela permet d'introduire de nouveaux métiers. Ce n'est pas le métier d'horticulteur qui est important, c'est le métier de producteur sous abri qu'il va falloir développer parce que les villes sont tentaculaires et on aura besoin d'alimenter les villes. Et je crois aux fermes urbaines, à tout ce qui concerne l'environnement vert autour des villes et dans les villes. Donc je crois que ces nouveaux métiers qu'on est en train de préparer seront les futurs producteurs de demain. Donc il faut s'intéresser au végétal et aux animaux, puisque en fait, vous voyez que je suis devenu quand même pisciculteur, alors que rien n'était prédisposé. Daniel Segond, Madame Riou-Canals, il n'y a donc pas de suspense. Serge Lepage, le voici. Alors moi, je suis très très heureuse de vous décerner